On est bon, salut à tous. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire des bêtises. Je vais faire des bêtises, j'aime bien faire des bêtises. Je vais vraiment mettre un ordre avec un levier x200, mais dans un but tout à fait pédagogique évidemment. Levier x200, ça veut dire que je misais par exemple 1 dollar, mais que mon dollar il va valoir 200 dollars. Par contre, si j'ai des pertes, je vais perdre 200 fois plus vite, hein. Ça va dans les deux sens. Donc, si je ne me trompe pas, en mettant un levier x200, la crypto sur laquelle je parie, si elle prend une baisse de moins 0,5%, je suis out, ça dégage. Sincèrement, c'est mon scénario, je peux tout à fait me tromper, mais moi je reste sur là, ce qu'on vit en ce moment, c'est plus une sorte de piège haussier. On va rester vers les 20 000 dollars. Sincèrement, moi je suis à l'aise autour des 20 000 dollars. J'ai envie d'avoir un peu plus de Bitcoin dans mon portefeuille, je préfère les acheter à 20 000 qu'à 30 000. Vous faites comme vous voulez, et de toute façon, je suis persuadé que la bougie de 2022, la bougie annuelle, alors sur TradingView, je crois que je peux pas voir les bougies annuelles, non, faut payer pour ça. Bâtard. Et la bougie annuelle, je crois qu'elle a ouvert à 47 000 dollars, une connerie comme ça. Du coup, ça veut dire que même si on termine l'année à 45 000 dollars, on fait une bougie de 2022 rouge. Ça veut dire qu'on a fait de la baisse sur 2022. Je suis sûr qu'on fera une année de baisse. Peut-être que ce sera ridicule, qu'on va faire du 47-45 000, mais bon, on verra bien. Là, pour ceux qui vraiment utilisent la DeFi, deux petits trucs sympathiques qui sont nouveaux que j'ai découverts. Alors, Pool Together, c'est assez connu, mais ils se sont déployés récemment sur la blockchain Optimism. Et en ce moment, il y a une sorte de airdrop, on va dire. Si vous bloquez des USDC sur Pool Together, vous gagnez des tokens OP, vous savez, de la blockchain Optimism. Voilà, si jamais ça vous intéresse, alors il y a 9% d'intérêt, c'est pas dingue de chez dingue, mais ça vous fait participer à une loterie. Donc autant vous dire pour la loterie que si vous avez moins de 1000 dollars, vous gagnez pas. Sincèrement, vous avez quasiment aucune chance. Autant être honnête, hein, vous avez aucune chance. Mais vous avez quand même les intérêts en OP. La blockchain en ce moment, Optimism, coûte pas cher parce que Ethereum est vachement pas cher en ce moment, ce qui est assez étonnant, ça me perturbe. Je vais voir maintenant tout de suite, peut-être que là, non, le Gwei est de 15 Gwei sur Ether, c'est hyper faible. Des fois ça descend à moins de 10, c'est n'importe quoi. Donc ça j'ai vraiment une sensation bizarre par rapport à Ether. J'ai vraiment l'impression que c'est en train d'être pricé ou quoi que ce soit. Les transactions sur la blockchain coûtent vraiment pas cher. L'Ether ne bouge pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de transactions et tout, et pourtant, non, quand je dis l'Ether ne bouge pas beaucoup, c'est sur la blockchain, et pourtant son prix, il a bien monté récemment. Alors là il s'est stabilisé autour des 1600 balles, j'ai l'impression. Stabilisé, c'est vite dit, hein. En daily, ça fait combien de jours qu'on est autour de 2600? Ouais, on va dire il s'est stabilisé depuis 2 semaines, mais stabilisé avec des guillemets quand même, hein. Radiant aussi, alors ça c'est vraiment pour ceux qui ont envie de prendre du risque, hein. Sur Arbitrum, il y a un nouveau protocole de lending qui s'est lancé. J'ai l'impression, à la gueule que ça a, que c'est une copie que c'est sûrement les mêmes développeurs d'ailleurs que Gaze Finance, Blizzard sur d'autres blockchains. Je crois que j'ai le raccourci de Gaze qui traîne encore. Gaze Finance, c'est un projet de prêt et d'emprunt. Et certes, ça n'a pas la même gueule graphiquement, mais j'ai vraiment la sensation que c'est la même équipe derrière. Vous voyez, il y a à peu près les mêmes onglets ici. Là, c'est le token de la plateforme, Manage RDNT, Manage Gaze. Et je sais pas, ça se ressemble beaucoup. Soit c'est pas la même team, et dans ce cas-là, ils ont juste repris le code et ils l'ont un peu modifié pour ceux qui ont créé Radiant. Soit c'est la même team qui a fait Gaze Finance, Radiant, Blizzard et d'autres encore. Bref, il y a Valas aussi sur la Binance Smart Chain. Bref, c'est n'importe quoi dans la DeFi. En ce moment, qu'est-ce qui est intéressant sur ce projet ? Encore une fois, ce genre de stratégie à base de prêt et d'emprunt que je vais vous montrer, c'est pas pour les néophytes. Il y a des risques. Le risque, c'est que vous gagnez des intérêts sur une crypto qui est pas stable et qui peut être dumpée très facilement. Donc, si vous faites ça avec des petites quantités d'argent, ça va pas être rentable pour vous de réinvestir vos intérêts. Alors que si vous avez beaucoup d'argent, ça va être rentable pour vous de réinvestir les intérêts. Mais plus vous avez d'argent et plus vous allez dumper le token et moins vous allez pouvoir rester. Enfin, voilà, c'est un petit peu... tout est piégeux en fait. Cette stratégie ne peut pas durer sur long terme, c'est évident. Mais à court terme, des baleines peuvent en profiter, ou même des gens qui ont quand même pas mal d'argent, qui sont pas riches non plus, mais qui ont pas mal d'argent. C'est sur Arbitrum, du coup. Ça s'appelle app.radiant.capital. Voilà, c'est écrit ici. Et tout simplement, vous pouvez déposer des stablecoins, emprunter des stablecoins, être payé en empruntant et les redéposer. Et voilà, faire du levier comme ça en fait. Vous déposez par exemple 1000 dollars, vous empruntez 600, vous redéposez, ça fait 1600 d'emprunt. Vous pouvez emprunter plus, du coup, vous pouvez passer à genre 1000 dollars d'emprunt. Hop, vous redéposez les 400 dollars que vous avez emprunté, etc., etc. Je préfère
pas trop rentrer en détail comme ça, les néophytes, ça leur repoussera peut-être un petit peu la porte, mais pour ceux qui s'y connaissent un peu plus sur ce genre de strat, pour ceux qui ont déjà expérimenté, il y a un coup à jouer sur cette plateforme parce qu'elle est récente et parce que pour l'instant les rendements sont pétés. Vous empruntez littéralement des stablecoins en étant payé 8% et vous pouvez faire des boucles avec du levier. Je pense, là j'ai pas fait de calcul, mais je pense qu'on peut aisément arriver à 20% de rendement avec du levier. Radiant, je viens de le découvrir, peut-être que c'était beaucoup plus intéressant quelques jours auparavant, parce que je me souviens que Guess Finance, quand c'était lancé, limite vous empruntez du stablecoin. Alors c'était pas les mêmes conditions de marché, on était vraiment en bull run, mais vous empruntez du stablecoin, vous étiez payé à 60% d'intérêt. Je dis même pas de bêtises, quoi, c'était vraiment débile. Vous pouviez avoir du 100% sur des stables en faisant des boucles, quoi. Ça a pas duré très longtemps, mais encore une fois, c'est beaucoup 100%. Et Phantom, c'est une blockchain qui coûtait pas cher à l'époque. Maintenant, ça recoûte pas cher parce que c'est moins utilisé et tout. Mais pendant le pic un petit peu de la hype sur Phantom, je trouve que la blockchain coûtait cher. Par rapport à quand je l'ai connu, où les transactions valaient même pas un centime, c'est monté à quelques dollars sur certaines transactions, c'est cher. Gas Tracker, j'en ai plus besoin. Nomad, c'est un bridge, si je dis pas de bêtises, pour la blockchain EVMOS, une blockchain qui lie en gros Ethereum à l'écosystème de Cosmos, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Cosmos. Et en gros, comment ça marche? Sur Nomad, il y a des pools de liquidités. Des pools, c'est des sortes de coffres. Et dans ces coffres, vous allez mettre des actifs sur la blockchain Ethereum, des actifs sur une autre blockchain. Pour le coup, c'est la blockchain EVMOS. Et le fait d'avoir des actifs des deux côtés, ça vous permet de les échanger. On envoie 0,1 Ether, qu'est-ce qui se passe? Les 0,1 Ether vont atterrir dans le coffre sur Nomad sur la blockchain Ethereum, et eux, dans l'autre coffre sur la blockchain EVMOS, ils vont retirer 0,1 Ether et ils vont vous le donner. Alors en général, ils retirent un petit peu moins parce qu'il y a des frais, hein, mais c'est des frais ridicules, hein. On n'est même pas sur du 1%. Après, je connais pas Nomad, mais un bridge avec 1% de frais, ça m'étonnerait. Bref, ils ont perdu 190 millions de dollars. J'ai pas vu exactement la raison du pourquoi du comment. Les seuls échos que j'ai eu par rapport à ça, parce que j'ai découvert ça genre 20 minutes avant le live en fait, c'est une faille qui était genre hyper facile à exploiter, du coup plein de gens l'ont fait, et dans l'eau il y a heureusement quand même quelques white hats, des gens qui ont récupéré des fonds pour les rendre. Sincèrement, je salue quand même la chose, c'est bien de ne pas avoir été avare, cupide et d'avoir rendu des fonds. Bon, même si dans l'eau il y a des choses qui ont vraiment été volées définitivement, c'est quand même cool qu'il y ait un peu de bonté dans ce monde. Et si je dis pas de bêtises, j'ai entendu un truc aussi comme quoi ils ont eu un audit par rapport à ça, donc il y a une société qui a vérifié le code, qui leur a dit qu'il y avait un problème à tel endroit, l'endroit justement où la faille a été exploitée, et qui l'ont pas réparé. J'avais trouvé ça intéressant. Avec un montant de plus de 190 millions de dollars, cette faille constitue le 5e hack le plus important de l'histoire des crypto-monnaies. 5e. Dessus, il y a le classement des hacks. Là, on peut tous les voir. Ah oui, il se place bien en 5e position. Je me souviens de Polynetwork, il avait fait mal, hein. Pour ceux qui auraient connu. Alors, le plus gros hack recensé sur Rect.news, c'est le bridge, je crois que c'était un bridge, hein, de Ronin Network, 624 millions de dollars. Je sais pas s'ils ont réussi à récupérer leurs fonds, mais ça fait mal, ça fait très mal. En dessous, Polynetwork, lui je l'ai connu, j'avais pas d'argent sur Polynetwork, mais je l'ai connu, c'est un bridge aussi, vraiment, hein. Les 3 premiers hacks, 326 millions, 611, 624, que des bridges. Et en fait, ça tombe bien là que je sois tombé sur cet article. Mais vraiment, s'il y a un truc dans la DeFi qui est risqué, entre guillemets, c'est les bridges, quoi. J'ai l'impression que les bridges se font tout le temps hacker. C'est n'importe quoi. En bas, on a encore Harmony Bridge qui s'est fait hacker. Je pense qu'on peut en trouver d'autres. Là, il y a Qubit. C'est pas un bridge, mais ils se sont fait hacker sur un truc similaire. 80 millions de dollars. Putain, ça pique. C'est sale. Ça fait beaucoup d'argent. Sincèrement, il n'y a pas grand chose à commenter. Juste, c'est des sommes indécentes. La DAO de AAV. AAV, c'est un protocole sur lequel on peut déposer, emprunter de l'argent, c'est super. Ils ont pour projet de lancer un stablecoin, le GHO. Ok, c'est cool. Et ça a été voté évidemment sur la gouvernance, ça a été accepté, les gens, ils sont trop contents, ils vont avoir leur stablecoin. Je vous mets quand même en garde, j'ai déjà vu des projets comme AAV qui ont lancé des stablecoins, ça a jamais marché. Alors moi, je pense que ça a jamais marché parce que ça a toujours été en fait des petits projets qui ont essayé de faire ça. Je pense que AAV déjà, derrière, ils ont des bons devs et tout.
Ils ont surtout beaucoup plus de sous, donc ça devrait tenir. Mais, mine de rien, j'ai vécu... non, j'ai pas vécu parce que j'étais pas exposé, mais j'ai connu des projets qui avaient voulu lancer leur stablecoin et ça n'a pas marché. C'est le cas de Demeter, d'ailleurs, ça existe toujours, Demeter. Ils ont lancé le DUSD. Et comment ça marchait, en fait? Vous déposiez, par exemple, des USDT, du Bitcoin, n'importe quoi. On va dire, vous déposiez 1000 $ et vous aviez le droit de minter, de créer 500 DUSD, 500 stablecoins maison de chez Demeter. Et en fait, eux, du coup, derrière vos stablecoins, ils ont vos cryptos en collatéral. Donc, si jamais vous avez des intérêts à rembourser, que vous les remboursez pas ou quoi, ou que vous passez votre seuil de liquidation, vous pouvez garder votre emprunt, comme d'habitude, mais vous perdez ce que vous avez mis en gage en collatéral. C'est comme ça que ça marche sur la crypto. Bon, je pense qu'à force, beaucoup de gens commencent à être à l'aise avec ce genre de protocole, mais c'est tout simple en fait. Dans la crypto, on n'a aucune condition en fait que les utilisateurs vont venir rembourser les liquidités qu'ils empruntent. Du coup, on oblige les gens à mettre plus en gage que ce qu'ils empruntent. Donc vous mettez 1000 $ par exemple, vous pouvez emprunter jusqu'à 800 $, des trucs comme ça. Je pense que pour minter du stablecoin, c'est plus bas. Je crois que Demeter, la limite c'était 600 $, un truc comme ça. Mais c'est comme ça que ça marche. J'avais vu un autre protocole de lending, je sais plus quel sincèrement, qui avait fait le même principe. Pareil, c'était mort. Je vais vous montrer le DUSD là de Demeter. Il est où? Il vaut combien? Il se porte mieux que l'UST. Hein. Il se porte mieux que l'UST, il est à 50 centimes. L'UST, il a quoi, 2 ou 3 centimes pour la blague? 3 centimes, magnifique, magnifique, incroyable. 1 $, 3 centimes. C'est la vie, c'est la DeFi. Je vous dis, moi je trouve que c'est une très bonne équipe AAV. Je pense qu'ils vont gérer. Ils ont les liquidités au cas où. Je pense que ce sera mieux foutu. Mais je reste quand même sur les choses que j'ai vues, qui étaient peut-être bancales et tout. Mais j'ai jamais vu de projet comme ça marcher jusqu'ici. Donc, parce que il y a plusieurs types de stablecoin. On va dire il y a 3 types de stablecoin. Vous saviez qu'il y avait 3 types de stablecoin? Le premier type de stablecoin, c'est les plus safe entre guillemets. C'est ceux pour lesquels vous avez un stablecoin en circulation. Vous avez 1 $ dans un compte en banque, il n'y a pas de souci. Tether qui font ça. On a Circle avec l'USDC. On a TrueUSD. On a Paxos qui font le BUSD, le HUSD, l'USDP, sûrement plein d'autres. Il y a Gemini qui fait le GUSD. Bref, c'est très répandu, ça marche très bien. Tous ces stablecoins que je vous ai cités n'ont jamais connu de catastrophe comme a eu UST. Il y a forcément, c'est pas des actifs qui se valent comme être des dollars parfaits. Hein. Justement, le but c'est d'être proche d'un dollar. Ça, jusqu'ici, ça a apporté ses preuves. Le seul problème, c'est la centralisation. Ces stablecoins, leur problème, c'est que la boîte qui les émet, si elle n'est pas très transparente, voilà, peut-être qu'à tout moment, ça peut se casser la gueule ou quoi. Pour Tether, je m'en fais pas trop. Ils ont eu leurs problèmes au début, mais maintenant, ils essayent de mieux faire les choses. Deuxième type de stablecoin, c'est les stablecoins dont je viens de vous parler, ceux qui sont émis par des plateformes comme Demeter, comme AAV plus tard. Alors AAV, je suis pas sûr à 100% qu'il sera comme ça, mais à mon avis, ça va se faire comme ça. En gros, AAV a des réserves et les réserves permettent d'émettre des stablecoins. Imaginons qu'ils aient 300 millions de dollars dans leurs réserves, ils peuvent émettre 100 millions de dollars de stablecoins. Il leur faut genre 3 $ en gage pour chaque dollar en circulation, vous voyez le délire. C'est aussi le cas du DAI, le DAI est foutu comme ça. Donc là en ce moment il y a 7 milliards de DAI en circulation, ça veut dire que globalement ils ont 14 milliards dans leur coffre, ou plus, je sais plus. En général on fait en sorte que ce qu'on met en collatéral c'est pas des cryptos de merde, c'est pas du Luna par exemple. On va mettre des valeurs sûres genre de l'Ether, de l'USDC. Le DAI est collatéralisé en grande partie par de l'USDC. Hein. Donc en fait quand vous avez du DAI vous avez de l'USDC. Il y a l'Ether, il y a le Bitcoin, enfin voilà, pas mal de grosses cryptos, pas mal d'autres stablecoins en fait. Il y a un stablecoin euro qui est collatéralisé mais à genre 30%. On va dire qu'il y a 100 millions d'euros de ce stablecoin en circulation et dans leur coffre, entre guillemets, ils ont que 30 millions. Il y a 44 millions d'euros de AG euros en circulation et au total, dans leurs assets, dans leur collatéral, ils ont 4 millions de dollars. Mais à côté, il y a ça, Angle Equity Experimental. Comment ça, moins 72 millions? Les données, elles ont l'air particulières à comprendre. Mais avant, il n'y avait pas le truc expérimental, il y avait vraiment les deux données. Combien il y a en circulation, combien ils ont dans leur coffre, combien ils ont en collatéral du coup. Et avant, c'était vers 25-30%. Là, si ça a baissé de 10%, c'est catastrophique. Hein. Non, ça, c'est pas dans la DeFi, mais j'avais trouvé ça marrant. Attendez. J'avais trouvé ça marrant. L'article date de quelques jours, 27 juillet, vous voyez. Mais c'est la République centrafricaine qui a lancé le projet Sango. Il y a une sorte d'ICO sur le Sango Coin. Bref. On va pas rentrer en détail dans les tokenomics. Moi, ce qui me plaît pas trop, c'est qu'ils vont libérer leurs tokens par palier de 210 millions de crypto. Mais au total, il y en aura 4,2 milliards.
j'ai un peu peur de ça. Genre qu'au début, comme il n'y a pas beaucoup de crypto en circulation, le prix soit un certain prix, et que d'un coup, quand on en remet en circulation, pouf, il se pète la gueule. On verra bien. Personnellement, je pense pas investir dessus, mais il y a un truc trop marrant. Si vous financez le projet Sangocoin, si vous participez à l'ICO, vous allez pouvoir récupérer une nationalité, une résidence électronique en Afrique centrafricaine. C'est incroyable. Regardez. Un programme de résidence électronique est également à venir en bloquant 6 000 $ pendant 3 ans. En vrai, pour avoir la résidence dans un pays, c'est pas cher. Si la e-résidence ne confère pas la citoyenneté, elle offre néanmoins, elle aussi, la fiscalité avantageuse. C'est surtout pour ça. Donc vous bloquez 6 000 balles pendant 3 ans. Faut les avoir, mais justement, les gens qui sont prêts à bloquer 6 000 balles pour ensuite faire des optimisations fiscales, sincèrement, je sais pas ce que c'est l'impôt dans ce pays, mais à mon avis, ils sont hyper crypto-friendly et si vous êtes dans la crypto, ça devrait aller. Dans la même lignée, 10 000 $ d'investissement verrouillé durant 10 ans permettront l'acquisition de 250 mètres carrés de terrain dans le futur quartier dédié aux cryptos de Bangui, la capitale du pays. C'est ok, incroyable. L'équivalent de ce terrain doit par ailleurs être représenté dans un futur métaverse. Oh merde, j'avais pas vu ça. Le métaverse, mais oui, parce qu'on est 10 ans, c'est trop long, on est trop pressé. Dans 2 ans, moi, je veux ma parcelle dans le métaverse. Hein, il y a un risque partout. Moi, je participe aux ICO, c'est pas mon truc, mais vous avez un risque que ça n'aboutisse jamais et qu'au final, vous avez investi, j'en sais rien moi, 500, 1000 balles, 6000 balles dans un truc et qu'au final, ça ne vaille plus rien. Ah, mais si c'est ça, on peut avoir la citoyenneté centrafricaine, je crois que ça se dit comme ça, si on bloque. Ah, mais du coup, non, c'est vraiment 60 000 $. Oh, non, ça va. Je vais vous expliquer pourquoi ça va. On bloque 60 000 $ pendant 5 ans et on a un passeport centrafricain. Ça va parce que je sais. Alors. Ça reste un putain d'investissement et c'est pas, de toute façon c'est pas voulu, c'est pas fait pour être donné au commun des mortels en France au dernier des prolos. Mais je sais que dans les Caraïbes, il y a des pays qui vendent littéralement des passeports et c'est 100 000 balles je crois. Je crois que c'est autour des 100 000 balles et je dis pas de bêtises, Salvador, ils veulent 3 bitcoins pour vous donner un passeport. Donc 3 bitcoins maintenant, ça vaut dans les 70 000 $ si on arrondit. Mais avant, au top du marché, ça valait quasiment 200 000 balles. Donc 60 000, on va dire que c'est un des passeports les moins chers qu'on peut acheter. En dehors des faux passeports, évidemment. Hein, les faux passeports, c'est forcément moins cher. Mais c'est moins légal. Faites gaffe, parce qu'en ce moment, il y a le projet Ethereum, vous le savez sûrement tous, ou quasiment tous. Ils sont en train d'avancer sur leur développement. Il y a la fameuse mise à jour The Merge qui va arriver, anciennement appelée Ethereum 2.0. Donc la grosse mise à jour du réseau Ethereum. Ce sera fini de miner de l'Ether sur des cartes graphiques à l'ancienne. Maintenant, on va miner de l'Ethereum sur des validateurs. Juste avec de l'internet. En gros, c'est comme ça. Justement, il y a bien un moment où ça va aboutir, où ça va enfin passer. Là, on se rapproche un petit peu des dates qui ont été plus ou moins annoncées pour The Merge. Les mineurs, en ce moment, qui minent de l'Ethereum avec des cartes graphiques, leurs cartes graphiques peuvent leur servir à miner d'autres cryptos, notamment de l'Ethereum classique. Il y a Ravencoin, je crois qu'il y a Flux aussi, bref, il y en a d'autres. Je suis pas un expert du mining, mais voilà, je sais ça. Et forcément, dès qu'il y a des annonces que Ethereum, ça va être fini, le minage et compagnie, ça pump un petit peu du côté d'ETC, de Ravencoin et compagnie. Ravencoin, on peut le voir aussi, c'est RVN, voilà, sur Bybit, pourquoi pas. Ça pump moins fort que ETC, mais on le voit quand même. Vous voyez, en bas, on a les volumes. Les volumes, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de ventes d'achat subitement, parce qu'on a des bougies très grandes. Vous voyez, elles sont super élevées. C'est pas anodin qu'on ait des projets comme... Alors, globalement, récemment, tout a pump, mais tout n'a pas fait un x3. Ethereum classique a vraiment fait une performance qui diffère de l'ensemble du marché. Et si on regarde en weekly, voilà, en semaine, une bougie égale une semaine, c'est la dominance. Je précise bien que c'est la dominance. Ça veut dire que quand ça descend, ça veut pas dire que le prix de l'Ethereum classique descend. Parce que Ethereum classique peut perdre des parts de marché, mais en ayant un prix qui augmente ou qui se stabilise. Suffit que le marché autour de lui augmente beaucoup plus vite que lui. Ou alors qu'il augmente tout court et que Ethereum classique stabilise. Donc faites attention à ça aussi. Ce qui est à noter sur la dominance, c'est que petit à petit, Ethereum classique prend de moins en moins de place dans le marché. Vous voyez, là on a un point bas ici,
on a un autre point bas, on a que des points en fait de plus en plus bas à chaque fois. Bon, là on est vers 0,10%, donc on va pas faire on va pas faire 0%, on va sûrement faire un truc genre 0,08, le prochain sera 0,06, enfin ça va descendre tout doucement, mais c'est évident que ça va se passer comme ça pour Ethereum classique, que ça va continuer, parce qu'il n'y a pas grand chose qui se développe là-bas. Des fois il y a des gens qui se mettent des œillères, juste parce qu'il y a un projet qui leur plaise un peu, si d'un coup vraiment il y a un effet de pump and dump, les gens ils vont y croire entre guillemets, et là ce qu'on voit en ce moment sur FTX, vous voyez, la troisième crypto la plus échangée sur les futurs, sur FTX, c'est ETC, et ça c'est pas normal. Disclaimer, ceci n'est pas un conseil en investissement, je fais ça pour voir, petit 1, combien ça coûte en frais, petit 2, pourquoi c'est stupide, parce que combien ça coûte en frais, combien on peut perdre, et petit disclaimer aussi, petit conseil, petit tips pour vous empêcher de faire des bêtises. Comment on met un ordre isolé, croisé, c'est quoi la différence? Voilà, vous avez un petit peu le topo. Petit sondage, short ou long BTC? Short si on parie à la baisse, et long si on parie à la hausse sur Bitcoin. Je suppose que vous allez majoritairement choisir long, pas parce que je le dis et que je vous influence, mais parce que récemment on a eu des semaines de hausse, et je suis sûr que le mood du marché, il est plus vers du long. Short, vous avez parlé sur short? Et ben on va shorter, let's go. Alors, là je suis sur UOB, je vous dirai quelle bêtise j'ai fait après sur UOB, vous allez kiffer parce que j'ai perdu de l'argent. Alors, ça m'apprendra à faire des bêtises. On a deux types d'ordres qu'on peut mettre, croisé et isolé. En gros, j'ai 20 balles là sur UOB, j'ai fait exprès de pas mettre grand chose et d'utiliser une plateforme que j'utilise pas souvent. Ça veut dire quoi? Si je reste en croisé, que je mise 5 balles, quand j'aurai perdu mes 5 balles, UOB va aller chercher dans ce qui me reste dans mon portefeuille pour continuer à me faire perdre. Alors, c'est pas des pertes définitives, hein, tant que l'ordre n'est pas clôturé ou tant qu'il me reste de l'argent, c'est des pertes en suspens, comment ça s'appelle? Des pertes non réalisées. Des pertes non réalisées, c'est ça. Et voilà, si j'arrive à 20 $ de perte, par contre, j'ai tout perdu parce que j'ai que 20 $ sur mon compte. Faites attention, des fois il y a des gens qui font des ordres avec 50, 100 balles, qui ont genre 1000 ou 2000 balles sur leur compte, qui font pas gaffe, qui mettent des ordres croisés, il y a un gros pump and dump, ils allaient pas dans la direction du marché, et pouf, ils perdent 1000 balles, 2000 balles. Faites très attention. Si vous voulez perdre que l'argent que vous misez, c'est-à-dire que si vous misez 5 $, que les 5 $ que vous misez, il faut se mettre en isolé. Voilà, isolé, vous perdez que ce que vous allez miser. Évidemment, c'est dans le pire des scénarios, hein, vous n'êtes pas sûr de perdre de l'argent, mais voilà, globalement, c'est ça la différence que vous avez entre croisé et isolé. On va mettre le famoso levier x200, blablabla, j'ai compris, j'ai pas lu mais j'ai compris. Allez, on va mettre un quart de ce que j'ai, on va mettre 5 $, je vais sûrement perdre 5 $. Ça fait quoi si j'ouvre le... Ah oui, il faut mettre un prix d'ordre. Maker seulement? Quelqu'un m'a dit de mettre Maker seulement? Taras? Maker? Non, il faut mettre un prix d'ordre. Déclencheur? Il n'y a pas d'ordre au marché, j'avais pas envie de m'emmerder. Maker, c'est limite, il me semble, Taker au marché. Il n'y a pas. Bon, on va mettre un ordre limite. On met quoi? 22 900, c'est pas loin. Faut qu'il remonte un petit peu. Allez, on va mettre un 22 870. 5 balles, je crois. Ça m'a l'air d'être vers 5 balles. Ok, j'ai compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon ordre est passé ou pas? Mon ordre n'est pas passé. Mon ordre est passé. Mon ordre est passé. Est-ce qu'il est ouvert, mon ordre? Oui, parce qu'on est au-dessus de 22 870. C'est parti. Pourquoi j'ai plus d'ordre? Ah non, il est là. On est déjà à 10% de perte. Donc, en termes de frais aussi, historique, en termes de frais, je me suis tapé 13 centimes de frais. J'ai misé quoi? 4 balles? Oh, c'est cher. C'est cher. Toujours limit order, pas market order, trop de fees sinon. Oui, c'est plus cher en market, c'est vrai. C'est vrai, c'est plus cher. Mais j'avais pas envie de me casser la tête en fait. Donc, là, je viens d'ouvrir un levier x200. Je suis liquidé. Oh, ça va, je suis liquidé à 23 292 $. Ok? Dans l'éventualité où je gagne de l'argent, bon là je peux perdre 5 balles, mais dans l'éventualité où je gagne de l'argent, je sais pas combien je pourrais gagner, mais je garderai pas les gains, je les donnerai soit si c'est genre, je sais pas à qui je pourrais les donner en fait. Il y a des assos qui acceptent les cryptos et pas Wikipédia, j'ai pas envie de donner à Wikipédia. Avant je faisais un don chaque année à Wikipédia, mais maintenant j'ai plus envie, vu qu'ils font un peu n'importe quoi avec leur argent, qu'ils payent des gens pour faire des articles dans certaines idéologies ou quoi, alors que c'est pas conçu pour ça Wikipédia. C'est pas un mal de faire des articles sur certaines choses ou même des choses comme du féminisme ou quoi, mais moi je fais des dons dans Wikipédia parce que j'aime bien le fait que ce soit open source, que tout le monde puisse y participer, mais si les dés sont pipés un peu, non. Non, j'arrête. J'ai arrêté de faire mon don annuel à Wikipédia quand j'ai appris ça. Bref, ça a augmenté de 100 $ et je suis déjà à moins 43%. C'est vraiment ça mon prix de liquidation. J'ai vraiment l'impression d'avoir misé plus que... Marge déposition 4,46 $. PNL moins 1,77 $. Ouais, j'ai misé 6 $. Bref. Qu'est-ce qui se passe si je mets un profit à 22 800 $? PNL de 2,70 $. Incroyable. Ça va me payer mon plat de pâtes pour ce soir. Là,
caviar là. Je peux même mettre de la sauce tomate dans mes pâtes à ce prix-là. Hein. 22 700. Ça paye un menu enfant à Buffalo Grill. Parce que c'est 5 euros. Et il y a les menus enfants sur Uber Eats. 6 $ une pinte de bière. Moi, je bois pas de la bière, mais oui, en effet. 22 700. Si Bitcoin descend à 22 600, là, on est sur du 10 $. Là, on passe sur un McDo. On est même à 2 menus McFirst. Putain, je suis vraiment un clochard, quoi. Je compte en menu McFirst, en kebab, quoi. On est quand même sur du 2 kebab, vous vous rendez compte? Là, je peux faire un rendez-vous galant au kebab avec ces profits. Mais forcément, il y a un plafond de verre. J'ai misé genre 5 $. Non, ouais, j'ai misé genre 5 $, du coup c'est autour de 5 $, dans les 4 $, j'ai misé dans les 4 $, du coup avec le levier x200, je peux m'attendre à gagner au maximum 4 x 200, donc 800 $. Vous voyez, c'est 891 $ le maximum que je pourrais faire. Mais ça c'est dans le cas où Bitcoin va à 0 $, ce qui est pas possible. Quand vous shortez, il y a vraiment un maximum. Par contre, à la hausse, on peut faire des gains théoriquement à l'infini. C'est théoriquement évidemment, parce que on peut faire plus qu'un plus 100%. Il y a une chaîne qui s'appelle Blockchain Expert qui fait une review un petit peu des actualités qu'il y a un petit peu dans les cryptos, dans la DeFi et tout. Son contenu est hyper intéressant. Blockchain Expert, si vous connaissez pas, sympathique vraiment. En ce moment, il fait des vidéos très régulièrement. Et c'est des sujets dont j'entends rarement parler ailleurs. Donc je vous invite, petit conseil, voilà. Petit coup de pouce du soir. Je mets le take profit à 22 600 $. On peut voir ce que j'ai payé en frais et je trouve que c'est abusé. Forcément, plus vous allez mettre un effet de levier élevé et du coup, plus vous allez emprunter d'argent. Plus vous empruntez d'argent, plus vous avez de frais à rembourser. Et là, il y a 13 centimes. Donc j'ai mis quoi, 4, on va dire 5 $. 0,13 divisé par 5 fois 100. J'ai eu 2,6% de frais. C'est beaucoup quand même. Je sais pas ce que vaut Huobi en termes de frais, mais à mon avis, c'est pas tout le temps du 2,6%. Et encore, j'ai fait des arrondis. Je crois que ma position, c'est un peu moins de 5 $. Ça doit être vers 4,50 $. Ouais, c'est ça, c'est 4,47 $. C'est ça ma position. Putain, c'est tellement pas comme sur Binance et sur FTX. Oh, les gars, il y a un problème. Il y a un problème. Je suis à moins 125% là. Mais c'est un ordre croisé, c'est pas un ordre isolé. C'est possible qu'un ordre isolé, il aille chercher plus que ce que j'ai mis sur mon ordre? Là, je suis en train de perdre 10 balles. Merde. Est-ce que je garde de l'ordre? Au pire du pire, je vais perdre 20 balles. Est-ce que j'ai envie de perdre 20 balles? Oh non, ça fait 4 kebabs. Ça fait 2 rencarts, ça. Ok, vous avez voté en masse pour je tiens ma position. Ok, j'ai laissé la liquidation plus ou moins au max. Voilà, foutu pour foutu. C'est 20 balles que j'avais prévu. Dans le pire du pire, c'est perdu. Est-ce que vous dépensez vos cryptos, oui ou non? Moi, j'ai déjà acheté des cartes cadeaux sur CryptoRefill. Il y a plusieurs sites. Alors, on a Bitrefill. Le problème de Bitrefill, c'est qu'ils ont moins de compatibilité dans les cryptos qu'on peut utiliser, à moins que ça ait changé depuis. On a des USDT sur Ethereum, sur la blockchain Tron. Ça, à la limite, c'est pas très cher en frais de transaction. On a du Dash qui est pas cher en frais de transaction, du Litecoin. Le Bitcoin sur le Lightning Network. Et le reste... Ah, il y a Binance Pay, je suis con. Binance Pay, c'est pas mal, du coup. Mais là, vous payez forcément en crypto. Et en fait, théoriquement, je vous mets en garde par rapport aux cartes cadeaux. Moi, j'ai ma position de dire que c'est des transitions imposables. C'est des transactions imposables. Quand vous faites une dépense pour avoir une carte cadeau, vous dépensez des cryptos contre quelque chose qui a une valeur en euros. Et je crois que c'est vraiment ça, mot pour mot, qui est écrit dans le texte de loi. C'est si vous cédez vos cryptos contre quelque chose d'autre, en fait, qui n'est pas un actif numérique, c'est imposable, tant que ça a une valeur en euros. Du coup, voilà, autant payer à Carrefour avec sa carte Binance avec des vrais euros. Il y a Coinsbee aussi, mais je trouve le site dégueulasse. Pareil, il y a le Binance Pay sur Coinsbee et CryptoRefill. Pareil, il y a aussi le Binance Pay. Tous le Binance Pay, on y va. Par contre, CryptoRefill, c'est craqué parce qu'on peut faire des transactions sur Avalanche, sur Phantom et sur Arbitrum. Et sur Polygon. Et sur Polygon, ça coûte pas cher. Et vous pouvez utiliser des stablecoins. Oh putain, ils acceptent l'euro C maintenant. Ils acceptent l'euro C. Incroyable. Et j'ai déjà testé CryptoRefill sur Polygon. Phantom aussi, j'avais fait une transaction sur Phantom. J'ai déjà acheté, je sais pas, peut-être 6 ou 7 cartes cadeaux. Je vous rassure, à chaque fois des petits montants de 10-20 euros. Donc j'ai jamais tapé la plus-value de 300 euros. Pour avoir testé, ouais, j'ai déjà fait ça, déjà fait plusieurs transactions, j'ai jamais eu de soucis, ça a toujours été hyper rapide, en moins de 10 minutes, voire même des fois moins d'une minute. Genre, le truc s'était payé, j'avais déjà reçu le code, quoi, c'était n'importe quoi. Donc c'est très rapide. Peut-être qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes, peut-être que vous en aurez si vous les utilisez, mais mon retour en tout cas est hyper positif sur CryptoRefill. J'ai déjà fait 2 transactions ou 3 avec Bitrefill aussi, avec des petites sommes de 10 euros. Jamais eu de soucis. Coinsbee, je crois que je l'ai essayé une fois avec 10 balles.
Mais voilà, j'ai déjà un petit peu d'expérience avec ça, ça marche super bien. Alors, je suis pas bête, il y a des moyens d'anonymiser un petit peu ce qu'on fait. Alors, on peut mixer ses Litecoin, ses Dash, ses BTC et payer de manière plus ou moins anonyme. Et on peut utiliser une adresse mail temporaire pour récupérer ces codes. Clairement, si vous voulez être malhonnête, vous pouvez le faire, c'est ouf, incroyable. 2022, on est libre. Bref, petit tips aussi, Curve, la carte bancaire de Curve. En gros, c'est une carte qui vous permet de regrouper toutes vos cartes. Et le truc de fou qu'il y a avec Curve, c'est que vous avez 1% de cashback en plus. C'est-à-dire que vous avez le cashback de votre carte. Et en plus de ça, vous avez 1% de cashback sur Curve. Alors, je sais plus s'il y a encore le cashback, mais je crois, hein. Blablabla. Ouais, double up on rewards. Je crois que ça parle de ça. Vous avez du cashback en plus. Voilà, premium 1% cashback. Mais faut avoir la carte métal. Je sais plus ce qu'il faut pour avoir la carte métal. Faut donner de l'argent, faut faire quoi? Je sais plus. Mais je sais que c'est possible. Si jamais ça peut vous intéresser, creusez. Curve, en gros, vous avez une carte. Dedans, vous avez toutes vos cartes. Je dis pas que c'est super et tout. Peut-être qu'il y a plus de risques à utiliser ça. Moi, je l'ai pas. Mais voilà, ça peut être sympathique. Pure anecdote, je cherchais une image de frites pour une miniature. Et je suis tombé par hasard sur ce site, le Burger Foo. Et vous voyez, c'est un exemple de commerçant en fait qui accepte directement des cryptos. La crypto a fait son entrée au Burger Foo. Et ils sont où déjà? Petite pub pour le Burger Foo, vers du côté du Lavandou, 14 avenue du Général de Gaulle, à Lalonde-les-Maures, en Côte d'Azur, ou si jamais, hein, voilà, avenue Lou Mistraou, au Lavandou. N'hésitez pas à aller faire un tour si c'est pas loin de chez vous. Ils acceptent les cryptos. Et là, c'est cool. Certes, il y a plus-value si vous les donnez à quelqu'un parce que vous les donnez contre un hamburger. Mais vous donnez des cryptos à quelqu'un, il n'y a pas d'euros dans la transaction. Théoriquement, moi, je vous dirais qu'il faut le déclarer, mais ça se voit pas vraiment. Donc, si vous faites qu'une transaction crypto dans l'année, ça peut se tenter. Ça peut se tenter. Allez, on y va. On va tous au Burger Foo demain. Non, je n'y serai pas. Mais sincèrement... Depuis que j'ai vu ce truc, j'ai trop envie d'y aller pour rigoler, pour payer mon burger en BTC quoi. C'était sympa. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que c'était sympa. On se retrouve mardi prochain. Normalement. Mardi prochain, c'est pas sûr. Je vais prendre des vacances. Je sais pas si ce sera la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mais il y a un des deux mardis qui va sauter. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Merci à tous d'être restés. Ça me fait énormément plaisir.